Voilà, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui avec un invité vraiment spécial. Parce que c'est… Oui, oui, Jérémy, c'est de toi dont je parle. Un invité spécial parce qu'on se connaît avec Jérémy. La première fois qu'on s'est rencontré avec Jérémy Poulet, puisque c'est lui mon invité, c'était, si je ne me trompe pas, sur une scène à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Exactement. Oh, quelle Voilà, et mémoire! donc Jérémy est mon invité pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Jérémy, tu es pasteur à l'église Momentum à Bordeaux. Est-ce que tu peux te C'est présenter en ça. quelques mots? Oui, effectivement, je suis pasteur depuis 16 ans maintenant. Ça fait 8 ans que je suis sur l'église Momentum à Bordeaux. J'étais en charge pendant une douzaine d'années dans les différentes églises où j'ai pu servir des groupes de jeunes et d'ados. Et puis, ces dernières années, j'ai développé les soins pastoraux, la relation d'aide. Voilà pour ce qui est de mon ministère. Et depuis maintenant une année, je suis toujours attaché à Bordeaux, mais je suis itinérant. Donc, je vais de ville en ville, de conférence en conférence, pour porter le message de l'Évangile et puis assurer différentes missions auprès de la jeunesse et des hommes. Ok, donc tu as un ministère particulier, tu parles de jeunesse et des hommes, c'est vraiment les deux axes vers lesquels aujourd'hui tu es appelé. Tout à fait. Et le lien se fait de manière assez naturelle, puisque en fait, les questions que l'on va retrouver dans les questions d'identité, par exemple, de service, d'implication, de choses comme ça, elles vont naître, elles vont démarrer au niveau de la jeunesse, au niveau de l'adolescence, et se poursuivre jusque dans l'âge adulte avec les différentes problématiques que l'on peut avoir. Et en fait, c'est comme une suite logique, on peut appeler ça comme ça. Alors tu parles de problématiques liées ainsi à la jeunesse et à l'identité, et en Mhm, particulier à l'identité masculine. mhm. Quel constat tu fais, toi, aujourd'hui, sur l'identité masculine dans la société en général? C'est très intéressant. Cette question est pertinente parce qu'on le sait tous, on le constate tous. L'identité masculine est malmenée. Elle a été bouleversée, elle a été quelque part modifiée. Je ne suis pas très vieux, mais je suis suffisamment âgé pour savoir que quand j'étais plus jeune, les modèles qui étaient les miens, les références qui étaient les miennes dans les séries télé, dans le cinéma, dans la publicité, etc., présentaient un certain type d'homme. Parfois avec énormément de clichés, hein, mais présentaient un certain type d'homme. Et quand je fais le constat aujourd'hui, quand je regarde l'évolution, pour appeler ça une évolution, de la question de l'identité masculine, on voit de vraies différences d'approche, de conception dans la façon de parler. Il y a quelque chose qui s'est comme détérioré, qui s'est cassé, qui a été bouleversé. Alors, certains clichés, c'était certainement bon qu'ils tombent, certaines pensées, c'était certainement bonne d'être retravaillées, mais les questions sont troublantes parce que, je peux le partager au niveau de la jeunesse, par exemple, quand je fais des séminaires avec les jeunes, je prends généralement les gars d'un côté, les filles de l'autre, et je commence tout le temps en leur posant une question, c'est quel est votre rapport à l'identité de l'homme? Quand je pose le mot homme, quels sont les mots, les adjectifs qui viennent spontanément sur vos cœurs? Et les réponses que me font les gars, que me font les hommes, sont toujours différentes des réponses que me font les femmes. C'est-à-dire, parce que C'est-à-dire, tu fais-nous rentrer dans le m'inquiètes là. secret. Jérémy, fais-nous rentrer dans le secret. Que disent Oui. les hommes et que disent les femmes? En fait, quand je pose la question sur l'identité de l'homme aux gars, 85-90% des adjectifs qui sortent sont extrêmement positifs. C'est bon, c'est bien, c'est force, c'est virilité, c'est courage, c'est abnégation, etc. C'est la vision que parfois les gars ont de l'identité masculine. Ce n'est pas nécessairement la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, mais c'est en tout cas comme ça qu'ils voient l'identité de l'homme. Les garçons voient l'identité masculine comme quelque chose de Fort, positif, noble, ouais, c'est de bon, valorisé, quoi. complètement, Hmm. complètement. Et c'est ce qui va créer aussi certaines problématiques. C'est je ne me sens pas à la hauteur de ce que j'entends, je ne me sens pas à la hauteur des qualificatifs, je ne me sens pas à la hauteur de… Et ça crée différents problèmes. Quand on pose la question aux filles, quand on pose la question aux femmes, les réponses sont à 85-90% négatives, systématiquement, dans tous les endroits que j'ai pu faire. Au nord, au sud, avec les jeunes, les moins jeunes, euh, qu'importe l'endroit, on retrouve les mêmes adjectifs. On retrouve les mêmes expressions. Manque de confiance, je ne peux pas faire confiance finalement aux hommes, pas fiable, je me sens utilisé, peur, et puis l'actualité, parfois, donne raison. C'est
le danger. Je parlais avec deux jeunes filles récemment qui habitent dans le sud de la France, qui me disaient que dans la ville où elles habitent, elles n'osent plus sortir la journée seules parce qu'elles ont peur des hommes. On fait un comptage macabre depuis plusieurs années, et je comprends qu'on le fasse, mais ça n'en demeure pas moins macabre. On fait un comptage de ce qu'on appelle les féminicides. Et encore une fois, ça vient poser dans notre société une problématique, c'est regarder, quand on parle des hommes, comment est-ce qu'on en parle? Et donc la question de l'identité de l'homme, elle est au centre de beaucoup de réflexions, de beaucoup de pensées. Des fois on en parle, des fois on n'en parle pas, mais en tout cas je veux créer les espaces pour que les gens puissent parler, et puis qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter et qu'on puisse progresser sur ces questions-là. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, Jérémy, est-ce que ça concerne l'identité, la perception de l'identité masculine dans la société en général, ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à l'Église? En fait, tu ne peux pas dissocier l'Église de sa culture. Même si on est appelé à sortir du monde, et je pense qu'on est appelé à incarner un modèle différent, l'Église est composée d'hommes et de femmes qui vivent dans le monde normal. Je vis dans le monde normal et tu vis dans le monde normal. Et ceux qui nous regardent vivent dans le monde normal. Et on fait un constat qui est purement statistique. Par exemple, l'INSEE, les dernières statistiques nous disent qu'il y a à peu près 51,6% de femmes en France et plus ou moins 48% d'hommes en France. Donc on est à peu près, juste dans notre pays en France, je n'ai pas les statistiques des autres pays francophones, mais si je pense à la France, on est moite-moite, d'accord? Un homme pour une femme, à peu près. Et ces statistiques-là, tu ne les retrouves pas dans l'Église. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous parle de quelque chose. Ça nous dit en fait que dans l'Église, il y a donc plus de femmes que d'hommes, et ça me parle du fait que les hommes ont du mal de trouver leur place. Et aussi vrai qu'ils ont du mal de trouver leur place et de vivre l'Église dans notre société actuelle, les hommes ont également du mal de trouver leur place dans la société tout court. On peut parler de l'Église, on peut le parler au niveau de la société. Alors, les hommes sont présents dans la société, mais pour ce qui est de prendre leur place, pour ce qui est d'assumer leur place, pour ce qui est de prendre des responsabilités, on trouve aujourd'hui beaucoup d'hommes en peine et qui se débattent avec ces questions-là, pour qui c'est difficile. Juste un petit exemple, un cliché peut-être, mais qui est révélateur de quelque chose. Oui. Quand tu regardes une série télé, quand tu vas voir un film au cinéma, aujourd'hui, celui qui est en déroute, en défaite, qui ne prend pas ses responsabilités, sur qui tu ne peux pas compter, généralement c'est un homme. Si ce n'est pas un super-héros, si ce n'est pas un Marvel, généralement c'est un homme. Mais par contre, la personne sur qui tu peux compter, qui va défendre la société, qui va faire justice, qui va manifester des qualités de résilience, etc., ça va être une femme. Les exceptions existent, mais tu trouves ça. Et donc, tu construis une société où les hommes et les femmes ont du mal les hommes et les femmes ont du mal de trouver leur identité et de prendre pleinement leur place. Tu veux dire qu'à force d'avoir voulu contrer une image passée de l'homme, on va dire patriarcal, tel que oui. le mot, en tout cas, est très employé aujourd'hui, Oui. Une société patriarcale où l'homme a une domination presque malsaine ou carrément malsaine sur la femme et sur la société en général, on est passé dans un déséquilibre qui crée en fait des torts à la société. On était déséquilibré dans le côté patriarcal. Et effectivement, et je ne le nie absolument pas, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le mot patriarcal, c'est presque un gros mot. Oui, tout à fait. Quand on emploie ce mot-là, c'est quelque chose qui est négatif. Et le patriarcat n'est pas en soi quelque chose qui est négatif. C'est par l'usage que l'on en fait. C'est comme plein de choses. Il y a plein de choses qui, par l'usage que l'on en fait, sont mauvaises. Et le mot patriarcat est devenu mauvais à cause de l'usage. Et donc, ce déséquilibre, ce rééquilibrage, on va dire, qui était nécessaire, a engendré, je trouve, je pense, et en tout cas, c'est le constat que l'on fait, un autre déséquilibre qui est tout aussi mauvais. Une espèce d'emphase où tout le pouvoir doit revenir sur la femme, que tout le leadership doit revenir sur la femme, toutes les responsabilités doivent revenir sur la femme, et ça crée une espèce de brouillard, et ça met énormément d'hommes dans notre génération dans une forme d'incompréhension, d'inconfort et de difficulté par rapport à leur identité. Alors là, tu nous dresses ce portrait un petit peu
un petit peu sombre quelque part de la société qui a déteint sur l'Église, puisque, comme tu l'as dit, les gens qui fréquentent les églises sont des gens qui sont dans la société, comme toi et comme moi. Mhm. Mais alors, si on doit chercher un modèle aujourd'hui, vers quoi est-ce qu'il faudrait aller, en tout cas dans une perspective biblique? Si moi, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, je dois prendre un modèle et me dire, voilà, le modèle d'homme que je veux pour moi en tant qu'homme, ou que si je suis une femme, que j'aimerais voir chez mon mari, chez mon père, chez mon fils, chez mon frère, euh, dans quelle direction il faudrait regarder? Alors déjà, il faut comprendre que l'on devient ce que l'on regarde. Hmm. Quelque chose qui est vraiment important, c'est que nous avons besoin pour nous développer de modèles. Ok. C'est commun à toutes les cultures, c'est pas juste la culture française, c'est commun à toutes les cultures. Et donc, on devient ce que l'on regarde, parce qu'en fait, on va poser nos yeux sur quelqu'un, quelque chose parfois, qui nous inspire, que l'on trouve bon, et on va chercher à imiter, à entrer dans le processus. Euh, Si je prends par exemple, j'ai travaillé auprès de groupes de jeunes, j'ai été dans des quartiers qui sont difficiles. Quand tu poses des questions à des jeunes gars dans des quartiers populaires, difficiles, les modèles, les grands frères, pour les appeler comme ça, sont des gens qui ont réussi parce qu'ils vendent de la drogue, ils ont de belles voitures, ils ont des facilités, ils ont de l'influence dans un quartier, et donc je vais vouloir devenir ça. Euh, Toute une partie de notre génération, pour pas dire la majorité des jeunes de notre génération, euh, voit à travers Instagram, à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers TikTok, à travers tous les réseaux qui existent, voit les modèles auxquels ils ont envie de s'identifier. Une statistique toute récente aux États-Unis dit que 84% des jeunes Américains veulent devenir influenceurs. Pourquoi? Parce qu'on leur promet quelque part, à travers ça, de l'influence, de la reconnaissance, des revenus faciles, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, quand je deviens ce que je regarde ça, donc je veux devenir ça. Pour des modèles peut-être plus anciens, appelons ça comme ça, je pose souvent la question avec des hommes qui sont plus âgés que moi, par exemple, qui sont vos modèles ou qui ont été vos modèles? Et on ne me répond pas des influenceurs ou des youtubeurs ou des instagrammeurs. Et j'ai rien contre les influenceurs, les youtubeurs et les instagrammeurs, qu'on se comprenne bien. Mais les modèles étaient différents. Ça pouvait être un oncle, ça pouvait être un père, ça pouvait être un patron, un chef d'entreprise, un leader politique, que sais-je, parfois un pasteur. Et la question, c'est, je veux choisir le bon modèle. Qu'importe l'arrière-plan, qu'importe l'endroit où les gens sont nés, qu'importe l'éducation qu'ils ont pu avoir, qu'importe même la culture. Parce que des fois, les gens me disent, oui, mais moi, dans ma culture, les modèles, c'est comme ça, on fait comme ça, on se comporte comme ça. Un homme, c'est comme ça. Donc, quand on est latin, un homme, c'est comme ça. Quand on vient d'un pays saxon, un homme, c'est comme ça. Qu'importe la culture, nous ne sommes pas appelés à épouser et à embrasser et à porter notre culture, les modèles de notre culture. À partir du moment où nous sommes chrétiens, où nous donnons notre vie à Christ, nous sommes appelés à embrasser, développer, porter, incarner, développer la culture du royaume. Et c'est pour ça que nous devons choisir les bons modèles. Euh, Tout le monde a des modèles. Tous les gens qui nous regardent en ce moment ont un modèle. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de modèle, nous avons tous des modèles. Nous devons nous poser la question de quels sont nos modèles pour mettre nos yeux sur ceux qui sont bons et peut-être délaisser ceux qui ne sont pas bons. L'apôtre Paul, par exemple, disait « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». C'est un homme qui avait compris quelque chose dans sa génération. Les problématiques existaient déjà, les questions d'identité existaient déjà, les questions sociétales existaient déjà. Et il était imbibé, le gars était imbibé de la culture du royaume, de la pensée de Dieu. Et il était capable de dire sans aucune arrogance, sans aucune forme d'orgueil, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, parce qu'il avait conscience de l'enjeu pour l'Église, dans sa génération, dans sa société. Il y avait toutes les nations, les cultures romaines, païennes, etc., etc., dans toutes les villes où il se trouvait. Et il avait conscience de l'enjeu. Et l'Église, les hommes de l'Église, Paul, toi, moi, nous devons incarner une alternative qui est l'identité que Dieu a pour nous dans la perspective biblique. Et le modèle que nous prenons, c'est le modèle que nous allons développer, que nous allons suivre et que nous allons incarner pour, à notre tour, être des modèles. Alors ça pose la question. Être des modèles, ok. On devient ce que l'on regarde, j'entends. Mais alors, la question de base, c'est, mais alors, qu'est-ce que c'est? Un homme, c'est quoi?
et ça, je pose la question qu'on soit femme ou homme, un homme, qu'est-ce que c'est? C'est toute la question, en fait. Et Et non seulement on qu'est-ce que pose... c'est, Ouais. pardonne-moi d'interrompre, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être un homme aujourd'hui? Pour être un homme pleinement? Bah, en fait, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être? Et souvent, on passe par ce chemin-là et il est partiel. Évidemment, il est nécessaire de faire pour être. Mais à la base, c'est parce que nous sommes que nous faisons. C'est pas ce que tu fais qui détermine qui tu es, c'est qui tu es qui va déterminer ce que tu vas faire. Et on doit comprendre que la créature n'est jamais n'est jamais plus au courant, n'est jamais plus informé que le créateur. Euh, une montre ne peut pas réparer une montre, mais l'horloger peut réparer la montre. L'horloger a les plans de la montre. L'horloger sait comment fonctionne la montre. Et c'est pour ça qu'il nous appartient de nous poser la question de c'est quoi un homme, mais dans la perspective biblique. C'est la première chose que l'on doit vraiment comprendre et saisir. C'est quoi être un homme, mais pas du point de vue de la société, pas juste de l'avis de Jérémie ou de Pascal ou de quiconque aurait un avis sur la question, mais quelle est la pensée de l'identité de l'homme dans la perspective du créateur de l'homme. Comment Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a prévu pour l'homme, quels sont les plans, quelles sont les perspectives, qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'homme pour qu'il soit pleinement un homme. Et en fait, ce sont les seuls critères et standards que nous devons trouver, retrouver et développer dans notre génération et pour les générations à venir. À partir du moment où on est un homme, on doit entrer et comprendre l'identité d'homme. Une femme qui m'écoute en ce moment ne devrait pas se poser la question ou peut-être évaluer, juger, jauger son homme, son copain, son fiancé sur la base des critères de la société, mais dans la pensée biblique, dans la perspective biblique. C'est quel type d'homme, avec quel type d'homme souhaites-tu faire ta vie, quel type de mari, quel type de fils veux-tu élever, avec quel type de mari veux-tu vivre. J'encourage les femmes qui regarderaient cette vidéo à se poser la question dans la perspective biblique et pas dans une perspective de comparaison par rapport aux voisins, aux copains, au monde qui peut être autour de nous, à ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, à ce que je peux voir à la télé ou dans les séries Netflix. C'est vraiment dans la pensée biblique. C'est ça que nous devons absolument retrouver. Le fait qu'on se pose cette question aujourd'hui, et ça fait quelques fois déjà que moi j'avais déjà traité ce sujet de l'identité masculine dans ma lettre de nouvelles, La pensée de Pascal. Toi, ça fait plusieurs années que tu le fais tu pratiques les soins pastoraux, comme on l'a dit, auprès de l'Église Momentum, et puis maintenant de manière itinérante. Le fait qu'on se pose cette question, est-ce que c'est pas révélateur d'un manque en fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui dans la société et dans l'Église en particulier qui manque au sujet de l'identité masculine? Je crois que tu soulignes le bon point. C'est le fait qu'on en parle traduit qu'il y a un manque. En fait, tu ne réalises pas à quel point l'eau est nécessaire tout le temps que tu n'as pas soif. Et on ne viendrait pas à parler de l'eau. On ne ferait aucun commentaire sur l'eau si l'eau était juste là en abondance tout le temps et qu'elle était juste normale, elle était là constante. Pour plein de gens, le défi de l'eau est un défi majeur. Leur journée tourne autour du fait qu'il faut trouver de l'eau, puiser de l'eau, ramener de l'eau, purifier de l'eau pour boire de l'eau pour ne pas mourir. Et en fait, quand on se pose la question, quand on a l'esprit occupé avec ces questions-là, ça traduit un vrai manque, une véritable question, une véritable problématique. Et cette problématique, elle dépasse pour moi clairement les murs de l'Église. C'est sûr qu'elle est dans le microcosme de l'Église, elle est fondamentale, puisque nos yeux constatent un manque d'hommes par rapport aux femmes, peut-être un défaut d'implication, un défaut de responsabilité, etc. Ou à l'inverse, des comportements inappropriés d'un espèce de vieux patriarcat qui n'aurait absolument rien à voir avec la Bible, mais sous couvert d'idées pseudo-religieuses qui seraient complètement fausses. On sent tout le malaise, le déséquilibre. Et d'ailleurs, on le sent dans toutes les générations. Donc, la question est fondamentale. Le fait qu'on se la pose me dit qu'on est sur le bon chemin. Parce qu'en fait, tout le temps qu'on ne se pose pas les questions, on ne trouve pas les réponses. La bonne nouvelle, c'est ce que la Bible enseigne. Celui qui cherche, trouve. Donc celui qui cherche à comprendre la pensée de l'identité de l'homme, c'est quoi l'identité de l'homme, trouve les réponses sur le chemin. Et le chemin
il est tout tracé, il s'appelle Jésus, nous est révélé à travers la parole de Dieu, et il nous appartient d'étudier les questions, je le redis, de l'identité de l'homme à la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est ce que l'on doit faire. Dans les églises, il faut que ce soit une quête que nous embrassions les uns et les autres. Quand j'étais en responsabilité par rapport au groupe de jeunes, j'ai dû faire plusieurs fois des groupes de gars, vraiment pour traiter de ces questions en profondeur et de manière extrêmement simple. Des temps où juste on a des cœurs à cœur. Ce n'est pas des temps de prédication, ce n'est pas des temps où il y a un temps de louange et puis il y a des annonces et tout ça, mais des temps où juste on parle, juste on peut échanger, juste on a des questions puis on peut les poser. Moi, je trouve ça formidable quand on peut poser des questions, quand il y a quelqu'un qui peut répondre à nos questions, où il y a un véritable échange, où on se construit, où on s'édifie littéralement les uns les autres. D'ailleurs, j'encourage ceux qui regardent cette vidéo et ces vidéos à commenter, à poser des questions, que ce soit en commentaire, à les poser par mail. C'est ce qui nourrit notre discussion, c'est ce qui nourrit nos débats, c'est ce qui nourrit nos différentes interventions. Et nous avons besoin de le faire. Je poserai une dernière question et je la poserai non seulement à toi, Jérémy, mais je la pose également à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On a parlé de ce manque, en fait, de réponse autour de la question de l'identité masculine. La question est pourquoi est-ce qu'il faudrait combler ce besoin? Pourquoi? En fait, c'est bien beau de dire, ben oui, le patriarcat, oui, les inégalités passées entre les hommes et les femmes qui sont en train de s'inverser. On a parlé de cette problématique du regard des garçons et des filles sur l'identité masculine qui est radicalement différent. On a parlé de ce déséquilibre de hommes-femmes au sein de l'Église alors qu'il y a un relatif équilibre au sein de la société. Pourquoi aujourd'hui faudrait-il arriver à combler ce besoin d'identité, de ramener l'identité masculine sur le devant de la scène? Qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui? L'enjeu n'est pas d'améliorer les statistiques. L'enjeu, il est spirituel. L'enjeu, il est d'accomplir le plan de Dieu. Depuis le commencement, depuis le départ, Dieu a créé un homme et une femme, parité absolue, et avec une identité, avec un mandat, avec un rôle spécifique à chacun et commun entre eux. Et en fait, c'est la rencontre des deux, c'est l'équilibre entre les deux qui amène la vie, qui amène les possibilités, qui fait que le royaume de Dieu peut se développer. À partir du moment où on est déséquilibré, d'un côté comme dans l'autre. Si nos églises, par exemple, si je pense aux problématiques d'église, n'étaient composées que d'hommes, nous aurions d'autres problèmes qui seraient tout aussi mauvais. En fait, nous avons besoin d'un équilibre. Au-delà d'un nombre de personnes, hommes et femmes, nous avons besoin de retrouver de l'équilibre dans notre conception des hommes et des femmes parce que c'est ce qui fait que les gens, quelque part, ne se rencontrent plus dans la pensée du royaume. Encore une fois, ça va au-delà des statistiques de couple, au-delà des besoins d'implication dans les églises. Ce n'est pas mon propos. Ça, en fait, c'est une conséquence. Et nous avons besoin de nous retrouver, hommes et femmes, autour du plan de Dieu, faisant quelque part l'apologie, la promotion du plan de Dieu dans ce qu'il est. Parce que l'Église, de tout temps, est appelée à incarner un modèle différent dans sa société. Les modes passent, les temps changent, etc. etc. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de nouveau sous le soleil. C'est une pensée de l'Ecclésiaste et elle est vraie. Mais l'équilibre est nécessaire. On finit toujours par basculer du côté où on penche. Donc, quand on est déséquilibré, on finit par sombrer d'un côté ou de l'autre. On a pu sombrer quelque part dans des années de patriarcat avec toutes sortes d'abus et de choses folles. Et nous sommes potentiellement en train de sombrer d'un autre côté. Et je crois que le salut n'est pas dans l'excès de l'un ou de l'autre, c'est dans l'équilibre, dans le chemin que Dieu a tracé. Et depuis le départ, depuis le commencement, il y a un homme, il y a une femme, il y a des spécificités. D'ailleurs, Dieu le dit, hein, quand on lit le livre de la Genèse, il crée l'homme et la femme, et c'est spécifié, il les créa hommes et femmes. Et ils sont à égalité dans la phrase. Ils sont avec leur spécificité, avec leur rôle personnel, mais ils sont à l'équilibre. Et ils avaient un regard l'un et l'autre que, oui, ça c'est la femme et ça c'est l'homme. Il y avait vraiment cette compréhension et ce respect pour l'identité de l'un et de l'autre. Dans ce respect, on trouve de l'équilibre. Dans l'absence de respect, dans l'absence de compréhension de l'autre, naît le déséquilibre
et les problématiques que l'on peut connaître et toutes les déviances que l'on peut connaître. Jérémy, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci à vous. J'invite tous les spectateurs, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à formuler, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo. Vous pouvez également, si vous avez des choses un petit peu plus spécifiques, des questions plus spécifiques, poser vos questions directement à Jérémy. Je vous donne son adresse email, c'est poulet.jeremy@gmail.com. Je le mettrai également en commentaire de la vidéo, poulet.jeremy@gmail.com. Jérémy, ça s'écrit J-E-R-E-M-I-E. C'est bien ça, hein? Exactement, Ok. exactement. Je me ferai un plaisir de répondre aux différentes questions dans la mesure où elles ont à voir évidemment avec la problématique de l'identité de l'homme. Mais n'hésitez pas, vraiment. Je crois qu'on grandit, on s'édifie les uns les autres à partir du moment où on échange. Donc n'hésitez pas vraiment. Je répondrai à toutes les questions qui me sont posées en lien avec l'identité de l'homme. Attends-toi à être assailli, mon cher Jérémy. Alors, je prendrai peut-être le temps de répondre, mais en tout cas, je répondrai à tout le monde, c'est promis. Ok. Et on va se retrouver dans 3 ou 4 jours pour une deuxième vidéo. On ira un petit peu plus loin sur le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui. Et puis, ce sera encore toi, Jérémy, qui animera ce moment. Avec plaisir. Merci à tous les spectateurs d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Jérémy. Et Merci, Pascal. n'oubliez pas, mettez autant de commentaires et autant d'emails qu'il le faut. À bientôt. À bientôt.